Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Bonjour à tous, aujourd'hui un épisode un peu particulier, on va parler de décroissance, c'est un sujet qui est parfois compliqué, qu'on n'a parfois pas du tout envie d'aborder. Aujourd'hui, on a quelqu'un avec qui j'ai très envie de l'aborder parce qu'il est très en vue sur les réseaux, très pédagogue, c'est Timothée Parric. Bonjour Timothée. Bonjour. Alors Timothée, tu es économiste, tu es chercheur en économie écologique, c'est toi qui viens de me le dire, et donc est spécialiste de la décroissance. Est-ce que du coup tu peux te présenter ton parcours ? Oui, bien sûr. Donc, moi, j'ai étudié l'économie à l'université. Donc, au début, l'économie générale au niveau de la licence. Après, je me suis spécialisé dans ce qu'on appelle l'économie environnementale, c'est-à-dire l'application des outils néoclassiques à l'étude de la relation de l'économie et de la nature. Et ensuite, je suis parti en Suède pour étudier donc l'économie écologique, qui est une école de pensée hétérodoxe, avec des outils différents de l'économie environnementale. Ça m'a amené à me poser des questions sur la croissance économique et ses conséquences sur la nature. Et c'est comme ça que je suis tombé un petit peu dans l'étude de ce sujet de décroissance. Et en 2016, j'ai commencé un doctorat en économie à l'université de Stockholm et à l'université de Clermont-Auvergne, que j'ai décidé de focaliser sur cette idée de décroissance que j'ai essayé de développer théoriquement dans la thèse. Et là, j'ai publié la thèse en mars 2020 et j'ai pris une année sabbatique avant de revenir à l'université pour pouvoir écrire un livre sur le sujet en français, un livre qui sortira l'année prochaine, et pour aussi être disponible pour faire ce genre de choses, pouvoir discuter de décroissance à qui bon veut venir en parler. Super, trop bien. Pour commencer dans le dur, du coup, est-ce que tu peux me donner une définition de peut-être que ce sont les premières lignes d'ailleurs de ta thèse. Qu'est-ce que c'est que la décroissance et pourquoi est-ce que tu estimes que c'est un sujet qui mérite d'être traité aujourd'hui ? Alors la thèse, elle fait à peu près 900 pages et je pense que le mot décroissance arrive seulement après quelques centaines de pages. Et ça, c'était fait par design justement, parce que pour pouvoir vraiment comprendre le concept de décroissance, déjà, il faut comprendre ce qu'est la croissance, il faut comprendre ce qu'est l'économie et plein d'autres choses. Alors, on va pas ici faire toute la généalogie du terme, mais quand même commencer par dire que la décroissance est un concept. Alors, c'est important parce qu'on pourrait penser que la décroissance, c'est peut-être juste un phénomène de la même manière que la récession. Et donc, on peut l'expliquer très simplement. Oui, la décroissance, c'est quand ça. Mais c'est plus compliqué que ça parce que c'est un concept qui a beaucoup de dimensions. Et donc, bien sûr, j'espère après notre discussion, on aura un petit peu mieux compris. Donc là, je vais donner une définition de la décroissance vraiment comme stratégie, on va dire, réelle. Mais il faut comprendre que derrière cette stratégie, le concept va ramifier et toucher d'autres concepts comme le post-développement, comme la simplicité volontaire, comme l'anticapitalisme, comme l'écosocialisme, comme le post-extractivisme ou l'anti-utilitarisme. Donc, plein d'autres concepts qui constituent un petit peu la nébuleuse d'idées de décroissance, on pourrait dire aussi post-croissance. Donc, vous inquiétez pas de panique, on expliquera ces concepts. Je commence avec ma définition de dictionnaire. La décroissance est donc la réduction planifiée et démocratique de la production et de la consommation dans les pays riches pour réduire les pressions environnementales et les inégalités, tout en améliorant la qualité de vie. Point. Alors, là, peut-être, si tu me donnes un petit peu quelques minutes, je peux clarifier quelques points dans cette définition. On est clairement là pour ça, et effectivement, il y a beaucoup de points à éclairer, je pense, notamment sur la partie pays riches. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est ça. Bon, allez, je commence avec le premier mot. Quand on entend décroissance, on entend réduction. Donc, réduction. Là, je vous invite à imaginer l'économie comme un métabolisme, un petit peu comme le corps humain. Un métabolisme qui est traversé par un flot biophysique d'énergie et de ressources. C'est comme ça qu'on l'étudie en économie écologique. Donc, il y a des trucs qui rentrent, de l'énergie, des matériaux, des végétaux, des animaux.
qui sont transformés et il y a des trucs qui sortent, des émissions de gaz à effet de serre, des déchets électroniques, des microplastiques, tout ce que tu veux. Donc l'économie, quand elle grossit, quand on a de la croissance, pour l'instant on n'a pas encore défini la croissance, mais imagine un petit peu quand une économie s'active, il y a de plus en plus d'activités économiques. Ce qu'on remarque empiriquement, c'est que des deux côtés, à la fois du côté des choses qui rentrent et des choses qui sortent, ça augmente. Donc il y a de plus en plus d'extraction et de plus en plus d'excrétion. On pourrait dire que l'économie, elle devient plus grosse. La décroissance, c'est une réduction de ce flot biophysique. Mais ce qui la caractérise et vraiment qui la différencie du développement durable ou de la croissance verte, c'est le fait qu'elle se base sur une stratégie d'une réduction directe de la production et de la consommation. La croissance verte, et je suis sûr qu'on y reviendra, elle pourrait dire, oui, bon, on continue à faire de la croissance, mais on essaye quand même de minimiser l'usage des matériaux. Donc, j'expliquerai plus tard que je pense que c'est pas possible. La décroissance, elle se dit plutôt, on va essayer de faire un régime macroéconomique. Donc, on va sélectionner des biens et des services, donc des volumes de production et de consommation qui sont très intenses, à la fois en extraction et en excrétion, et on va essayer de les réduire directement d'une façon ou d'une autre. Donc là, déjà, c'est la réduction. C'est pour ça aussi que j'utilise le mot pression environnementale et pas seulement émissions carbone, pas seulement utilisation des ressources. Le but vraiment, c'est de réencastrer une économie dans la nature, d'avoir une économie écologique, c'est-à-dire qui reste en harmonie avec le vivant en général. Donc, on doit vraiment payer attention à tous les liens qu'une économie a avec son environnement et pas seulement chercher à les décarboner. Bon, ça, c'est pas mal. On a déjà expliqué le mot réduction. Je continue. Tu en parlais dans les pays riches. Alors là, c'est très important. Qui doit décroître? Les pays riches, mais pas seulement. On pourrait dire les riches en général. Pourquoi je retombe sur cette catégorie un petit peu marxiste de riches? Parce que, encore une fois, empiriquement, si on essaie de comprendre la dynamique des pollutions aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une corrélation entre revenus et pression environnementale. Donc, le plus riche en termes de revenus, le plus polluant le mode de vie. Donc, quelques chiffres, dans le monde, on sait que les 10% les plus riches à l'échelle de la planète sont responsables de la moitié des émissions mondiales. Alors que si tu prends de l'autre côté, les 3,5 milliards les plus pauvres ne génèrent que 10% des émissions. Donc, il n'y a pas de corrélation entre population et pollution, mais il y a une corrélation entre richesse et pollution. Pareil en Europe, les émissions des 10% les plus riches, ça représente un peu moins d'un tiers de l'empreinte carbone européenne, soit exactement, même un tout petit peu plus d'ailleurs, que l'empreinte des 50% les plus pauvres. Donc l'approche de la décroissance, c'est de se dire, bon voilà, on a des économies obèses et on a des économies mal nourries. Donc ce qu'il va falloir faire, dans un esprit de limite planétaire, parce qu'on sait qu'on a un budget carbone limité, il va falloir réduire les pressions environnementales dans les pays obèses pour pouvoir permettre le développement des pays du Sud où des besoins nécessitent une augmentation de la production. Donc c'est pour ça que quand on parle de décroissance, c'est pas bien sûr une réduction de tout pour tout le monde, tout le temps, forever dans tous les pays, ça serait complètement bête. C'était une stratégie d'adaptation pour les pays à haut revenu. Et là, je switch sur un autre aspect qui est très important, qui est l'amélioration de la qualité de vie. Donc, la définition se terminait avec tout en améliorant la qualité de vie. Et c'est très important parce que la décroissance, on pourrait penser comme ça en l'entendant, oui, bon, d'accord, il va falloir se sacrifier dans les pays riches pour permettre aux générations futures, aux non-humains et à ceux dont les besoins sont insatisfaits aujourd'hui, voilà, de pouvoir accéder à ce qu'il faut pour les satisfaire. Mais en fait, c'est pas vraiment cette situation. Moi, il y a un chiffre que j'aime beaucoup qui a été calculé par un économiste français qui s'appelle Pierre Concialdi, qui a calculé le surplus national d'une économie. Donc en France, il a calculé en gros combien de richesses on a besoin pour satisfaire les besoins de la totalité de la population française. Et ensuite, il a comparé ça avec ce qu'on appelle le revenu national, c'est-à-dire un des inventaires de la richesse en France. Et il s'est rendu compte que ce surplus, il constituait 42% du revenu national. Alors ce chiffre, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est qu'en gros, la pauvreté en France, et donc le mal-être, on pourrait dire le mal-être économique, n'est pas un problème de production qui peut être résolu par la croissance, c'est un problème d'allocation qui peut être résolu par une meilleure distribution des richesses. Donc ici, améliorer la qualité de vie, on se rend compte que
la croissance n'est pas vraiment le moyen pour le faire, hein. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du paradoxe d'Esterlin, cette déconnexion entre la croissance économique et les niveaux de bien-être dans les pays à haut revenu. Ça a du sens. Au début, on s'enrichit, ça augmente le bien-être, mais après, au bout d'un certain moment, la courbe, elle va atteindre un certain plateau et le PIB continue d'augmenter, mais ça n'augmente plus le bien-être. Ça, bien sûr, on sait pourquoi, hein, depuis Thomas Piketty, parce que la croissance est appropriée en grande partie par ceux qui sont déjà riches, qui ont déjà atteint des points de saturation en termes de consommation, donc s'enrichir n'augmente pas vraiment leur bien-être, et vu que de toute manière ils sont pas beaucoup, ça n'augmente pas le bien-être moyen. Donc la décroissance, à travers une redistribution des richesses disponibles, pourrait améliorer le bien-être moyen d'une population dans un pays comme la France. Je termine avec la dernière caractéristique. Ça fait un peu long pour une définition, mais c'est vraiment important, comme ça on évite d'emblée des malentendus, et on le verra plus tard, des malentendus autour de la décroissance, il y en a quand même un paquet. L'aspect démocratique. Dans la définition, j'ai parlé d'une réduction planifiée et démocratique. Et je dis ça vraiment pour faire la différence entre un phénomène accidentel comme une récession ou un effondrement et un projet de société comme la décroissance. Donc, quand on entend décroissance, il faut penser projet de société comme développement durable ou communisme. C'est pas des choses qui peuvent arriver par hasard. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu une crise et on a eu du développement durable pendant 2 semestres. Non. Le plus simple, c'est quand même de le comparer à la crise du Covid et à la diminution de la production et à l'arrêt complet du pays pendant 1 an, qui a amené quelques diminutions des concentrations des gaz à effet de serre. Et tout le monde s'est dit, si c'est ça la décroissance, on n'en veut pas, quoi. Exactement. Là, ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est ce qui se passe quand il y a une économie capitaliste dépendante à la croissance qui s'arrête et donc qui panique, avec les conséquences qu'on connaît tous, le chômage, l'augmentation des inégalités, l'austérité au niveau du gouvernement, et j'en passe. Le but de la décroissance, c'est de construire une économie qui puisse prospérer sans croissance. C'est la phrase de l'économiste Tim Jackson. Et donc, c'est, on va dire, un changement de l'architecture économique. Et il est démocratique. Pourquoi? C'est pas juste pour le label, pour pouvoir dire que c'est démocratique. C'est qu'en fait, toutes les choses que j'ai détaillées avant, par exemple, les inégalités, comment décider quels devraient être des niveaux d'acceptable d'inégalité, cette question ne peut être répondue qu'à travers une discussion démocratique. Pareil pour le bien-être. Comment faire la différence entre les biens et services essentiels et les biens et services moins essentiels? C'est difficile à dire scientifiquement. C'est une question politique. Et donc, le projet de la décroissance, on pourrait dire, c'est une repolitisation de la vie économique. De se dire, on a des décisions à prendre aujourd'hui, à l'ère de l'Anthropocène, et ces décisions, elles sont tellement importantes qu'il faut ramener tout le monde autour de la table pour les prendre. Donc, fondamentalement, en fait, c'est accepter certaines pertes de confort même, ou puisque tu dis en fait on garde un bon niveau de vie, comment est-ce qu'on fait la part des choses, même d'ailleurs à titre individuel, à titre personnel, où est-ce qu'on place le curseur pour se dire ok, je suis dans la bonne zone aujourd'hui dans mes consommations et dans ce que je veux être, hein. Ce qu'on se rend compte aujourd'hui à travers des travaux en psychologie et en sociologie, c'est que le consumérisme à outrance et le matérialisme nous rend misérables. Je recommande un livre de Kate Soper qui s'appelle Post-Growth Living, qui est sorti l'année dernière, qui détaille cet argument qui nous explique qu'en fait, trop consommer nuit au bien-être. Donc là, on retrouve un petit peu ce que Jason Nickel, un anthropologue qui étudie la décroissance, appelle une double coïncidence heureuse. C'est-à-dire que ce qu'on doit faire pour rentrer dans les clous écologiques est aussi ce qu'on doit faire pour améliorer notre bien-être. En France, on pourrait parler de Pierre Rabhi, qui parlait de sobriété heureuse. Donc c'est un petit peu l'idée, c'est de se dire que, pour prendre un exemple, aujourd'hui, on sait qu'une grande partie de l'empreinte carbone du transport des gens qui habitent dans les pays riches, c'est lié à prendre l'avion. Bon, est-ce qu'on peut imaginer des façons de voyager où on prendrait moins l'avion? Là, je pense que c'est pas genre un sacrifice où on peut plus prendre l'avion et d'un coup on doit abandonner
on doit abandonner le voyage. C'est-à-dire, on va peut-être voyager un voyage plus lent, là, le concept de slow travel, mais c'est pas dit par avance qu'on s'y retrouvera pas en niveau bien-être avec des nouveaux plaisirs qu'on n'aurait pas eu avant juste en prenant l'avion. Donc, il faut réinventer une façon de vivre. Et là encore, réinventer une façon de vivre, je parle pour ceux qui aujourd'hui surconsomment et surproduisent. Ça reste une minorité de la population mondiale. Donc, c'est pas un changement aussi radical qu'on pourrait le penser, parce que c'est un changement qui est quand même très sélectif sur très peu de personnes. Mais c'est sûr qu'il faut pas se voiler la face quand on voit vraiment la vitesse à laquelle on doit faire descendre les pressions environnementales. Il va y avoir une période où il va falloir faire des choix sur des choses qu'on peut se permettre de faire et des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire. Prendre l'avion en fait partie. Et après, tu parlais du coup de la nécessité de la modification du système presque démocratique pour changer le système. La grosse difficulté vient évidemment du fait que les plus grands décideurs font partie de cette minorité qui doit réduire son train de vie, entre guillemets. C'est quoi du coup, sur quelle nouvelle base on doit faire fonctionner, je sais pas, peut-être la démocratie ou les nouveaux indicateurs à suivre pour réussir à entamer une transition? Bon, alors sur le modèle démocratique, moi personnellement, j'ai rien de très intelligent à dire là-dessus. Il faudrait demander aux politologues qui se penchent sur la question, et c'est peut-être l'une des limites de ma thèse. C'est que moi, c'est une thèse en économie où je détaille vraiment, je sors pas beaucoup de la politique économique. Donc, je sais que pour faire fonctionner le régime économique que j'ai décrit comme étant celui d'une société post-croissance, il va falloir décentraliser des prises de décision. Ça, on sait comment le faire. Par exemple, on passe d'entreprises où les décisions sont prises, avec une gouvernance assez verticale par un PDG et un groupe restreint qui comprend seulement les investisseurs. Dans des coopératives, on sait qu'on peut avoir des groupes qui intègrent non seulement des représentants des salariés, mais aussi des représentants des consommateurs. On peut vraiment inclure n'importe quoi là-dedans. En France, c'est le modèle des sociétés coopératives d'intérêt collectif, les SCIC. Donc moi, j'imagine en théorie, si on arrivait à transformer toutes les entreprises en coopératives démocratiques, ça permettrait, encore une fois, en théorie, à chaque fois qu'il y a des décisions à prendre sur le comment produire et que quelqu'un propose, écoutez, on va choisir ça parce que c'est moins cher, même si ça va défoncer un petit peu l'environnement, il y aura quelqu'un qui va lever sa main, qui va dire oui, mais bon, quand même, moi j'habite à côté de cette forêt, ou les travailleurs, oui, mais bon, quand même, vous imaginez, c'est nous, après on a la responsabilité. On aura cette discussion et je pense que ça nous permet de construire pas mal de garde-fous. Une autre institution, ça pourrait être des conventions citoyennes, comme on a eu pour la première fois la Convention citoyenne pour le climat. Mais pourquoi pas avoir ça régulièrement sur plein d'autres problématiques, avoir des conventions citoyennes sur certaines technologies comme la 5G, avoir des conventions citoyennes pour faire des audits de dette, des conventions citoyennes pour définir des nouveaux indicateurs, plein de choses comme ça, avec une logique peut-être de référendum qui permettrait ensuite de discuter le résultat de ces conventions citoyennes à l'échelle nationale. Bon, il y a plein de modèles à inventer. Et t'en as parlé vers la fin, la question des indicateurs, elle est très importante. Parce qu'aujourd'hui, on a le PIB qui est devenu un indicateur hégémonique de gouvernance. Et donc, on a tendance à venir sacrifier la santé sociale et écologique parce que on n'a pas le choix, parce qu'il faut faire croître l'économie, parce que si on le fait pas, on va avoir du chômage, on va avoir des faillites d'entreprises, on va avoir plein de choses. Donc, on n'a pas envie d'avoir. Tu parles presque d'une religion, toi, dans ta thèse. Ah oui, complètement, oui. C'est la religion, une idéologie de la croissance. Là, j'ouvre un chapitre de la thèse sur quelque chose que j'ai découvert au Royaume-Uni, une loi qui est passée en 2015, si je me souviens pas, qui s'appelle le devoir de croissance, qui dit que toute personne travaillant pour le gouvernement britannique a le devoir de promouvoir la désirabilité de la croissance économique. Donc, si tu te retrouves ministre de l'Environnement en Grande-Bretagne et que, je sais pas, tu as envie de criminaliser l'obsolescence programmée parce que tu penses que ça devrait être interdit, comme on l'a fait en France en 2016, tu ne peux pas. Tu as un devoir de croissance. Si un économiste te dit, non, parce que ça va réduire les incitations à la consommation et donc ça va faire baisser l'augmentation du PIB,
là, très clairement, tu auras les mains liées. Donc, non seulement il y a des mécanismes de blocage institutionnel, mais il y a aussi toute une idéologie où les gens ne font plus la différence entre croissance économique et progrès. Donc, quand on leur parle, même d'ailleurs, on ne dit plus croissance économique, on dit croissance. Faire de la croissance, c'est considéré comme une bonne chose, on emmagasine des richesses, on stimule une économie. Mais moi, en tant qu'économiste écologique, quand on me parle de croissance, je vois une fourmilière qui s'agite. C'est ça, la croissance. C'est de l'agitation économique. Et l'agitation économique, parfois, c'est nécessaire. Je sais pas, t'as une pandémie, par exemple, et t'as pas assez de masques et de gel hydroalcoolique. Et là, il va falloir s'activer. Il va falloir mobiliser des machines, du travail, des ressources. Il va peut-être falloir même étendre ton outil de production pour pouvoir faire face à ce nouveau besoin. Mais est-ce que tu devrais t'agiter constamment, tout le temps et perpétuellement? Non. Justement, une économie, ça devrait être un outil qui nous permette collectivement de nous organiser pour satisfaire nos besoins, des besoins qui sont finis. Et donc, une fois qu'on a satisfait les besoins, on peut retourner à un mode d'économie stationnaire. Donc, la croissance, ça devrait être en fait que des phénomènes temporaires de fluctuation dès qu'il y a des besoins qui changent. C'est pas le cas aujourd'hui. Les gens, ils veulent de la croissance tout le temps. Ça, c'est lié au fait on sait pas tellement. La plupart des gens ne savent pas ce qu'est la croissance, comment on la calcule. Ils ne savent pas, par exemple, que quand tu calcules ton produit intérieur brut, le PIB, il fait pas la différence entre les activités désirables et indésirables. Donc, si tu venais, je sais pas, aller brûler toutes les forêts en France et tu payes énormément de pompiers pour aller éteindre le feu, ça te ferait augmenter ton PIB parce que le salaire des pompiers serait compté dans ton PIB, alors que la valeur des arbres qui n'a brûlé ne serait pas comptée dans le PIB parce qu'ils n'ont pas de prix. La nature n'est pas comptée en comptabilité nationale. Alors, moi, en tant qu'économiste écologique, on se serait grandement appauvri. T'imagines, on aurait perdu des forêts, la biodiversité qui va avec, les services écosystémiques de régulation climatique. On aurait émis énormément de CO2. Mais d'un point de vue du PIB, c'est cool parce que on aurait fait agiter quelques pompiers. Donc là, il y a des indicateurs à réinventer. Je peux donner quelques exemples de direction. Alors, d'un piège où le piège du développement durable est ce qu'on a appelé la triple bottom line, profit, planète, people, de se dire, ou on peut dire aussi économique, social et écologique, qu'il faudrait avoir des indicateurs triples. Moi, je le dis tout de suite, il n'y a pas 3 piliers. L'économie n'est pas un pilier. Il y a 2 piliers, social et écologique. Moi, j'aime bien parler de santé sociale et écologique. Une petite partie du social, c'est l'économie. L'économie ne mérite pas d'avoir sa propre dimension quand on parle de prospérité. Donc moi, je préfère parler de 3 cercles concentriques. L'économie, elle-même encastrée dans la société, elle-même encastrée dans la nature. Et donc, quand on vient mesurer la performance d'un pays, on doit faire en sorte qu'il y ait une hiérarchie. Il faut bien sûr que toutes les activités humaines soient soutenables écologiquement. Ça, c'est certain. Si t'as pas ça, t'auras rien d'autre. Ensuite, une fois que t'as ça, il faut que ta société, elle soit stable. Il faut que t'aies de la confiance. Il faut que t'aies du temps libre. Il faut que t'aies de la participation politique. Il faut que t'aies du bien-être. Il faut que t'aies de la santé. Tout ça, c'est primordial. Et ensuite, une fois que t'as ça, bien sûr, il faut regarder un petit peu le dynamisme de la production, l'innovation, toutes ces choses-là. Mais avec cette hiérarchie. Aujourd'hui, c'est le contraire. On part de l'économie, c'est ce qu'on regarde en premier, et on sacrifie l'extérieur de l'économie pour juste booster la croissance. Donc ça, c'est le piège à ne pas faire. Le PIB, donc on va pas retracer l'histoire, juste dire qu'il a 100 ans. Donc c'est un indicateur vieillard bien obsolète. Qui ne demande qu'à partir en retraite. Moi, je vais en citer 2 que j'aime bien. Il y a le bonheur national brut qui a été calculé au Bhoutan en 2010, où ils se sont dit nous on veut pas mesurer la prospérité de notre nation avec des critères occidentaux, capitalistes, économistiques. Donc, ils avaient leur motivation, ils se sont dit, on va essayer de définir qu'est-ce que c'est que le bonheur à l'échelle d'un pays. Ils ont fait un indicateur en 9 domaines, écologie, éducation, qualité de vie, bien-être psychologique, santé, gouvernance, t'imagines un petit peu, avec 33 indicateurs. Et ils ont transformé ça en un questionnaire avec 148 questions. Et vas-y que j'envoie le questionnaire à tous les citoyens, citoyennes.
pour pouvoir agréger et se rendre compte comment va le pays. Moi, bon, c'est pas un indicateur à répliquer partout, mais c'est le protocole qui est à répliquer. De se poser la question, qu'est-ce que ça veut dire être prospère aujourd'hui? Est-ce que c'est différent de ce que ça voulait dire être prospère il y a 100 ans? Est-ce que ça reflète des priorités qui sont politiques, qui sont culturelles, ça reflète un contexte écologique qui est changeant. Donc moi, ça m'étonnerait pas que toutes les décennies, on doit venir redesigner un petit peu nos indicateurs. Donc lui, je l'aime bien. Il y en a un autre qui date de 2019 en Nouvelle-Zélande, les budgets bien-être. Donc pareil, ici même question, la Nouvelle-Zélande qui se dit que le PIB, ça mesure quand même n'importe quoi. C'est un indicateur de vitesse, mais pas un indicateur de direction. Et donc, 65 indicateurs divisés en bien-être présent d'un côté, bien-être futur. Bien-être présent, ça peut être la pollution, la santé, la convivialité, participation politique, temps libre, des choses comme ça qui impactent ton bien-être aujourd'hui. Et bien-être futur, la confiance, la discrimination, l'investissement dans les infrastructures, l'innovation, l'éducation, la santé écologique, ce qui va impacter ton bien-être demain. Et donc là, on peut voir que quand tu prends des décisions, j'imagine en utilisant un tableau de bord avec 65 indicateurs de santé écologique et tu demandes est-ce qu'on devrait interdire l'obsolescence programmée aujourd'hui, tu prends pas la même décision que si tu te demandes est-ce que interdire l'obsolescence programmée, ça va faire augmenter ou baisser le PIB. Ouais, c'est très clair. Est-ce que tu relis du coup cette partie où tu mets du coup l'économie au milieu de la société, au milieu de la nature? Tu relis ça à la théorie du donut ou pas? Ah, complètement. Tu peux peut-être l'expliquer un peu pour les auditeurs qui connaîtraient pas. Alors, Kate Raworth, si je me souviens bien, c'est une économiste britannique. En 2012, quand elle travaillait chez Oxfam, elle a publié un working paper où elle a pris les limites planétaires, un cadre conceptuel qui a été designé par un scientifique suédois, Johan Rockström, en 2009, qui avait dit il y a 9 limites planétaires à ne pas dépasser. Et elle s'est dit c'est intéressant, ça nous donne des maxima écologiques à ne pas dépasser, mais est-ce que j'y ajouterais pas des minima sociaux? Et donc elle a regardé, elle a défini 11 minima sociaux. Tu peux les imaginer, c'est l'éducation, la santé, le logement, le revenu, des choses comme ça, l'emploi. Et elle s'est dit, la prospérité au XXIe siècle, on devrait la penser dans ce donut, ces deux cercles concentriques. C'est-à-dire qu'on devrait toujours être en dessous des maxima écologiques, mais au-dessus des minima sociaux. Et ça, c'est un cadre conceptuel très fort. Et en 2017, elle a publié tout un livre là-dessus que je vous encourage à lire. Il a été traduit en français et il est très, très bien écrit. Et ça nous montre, pour revenir à la définition de la décroissance dans les pays riches, que si tu as une économie obèse qui a explosé les limites planétaires, donc qui est au-dessus des maxima écologiques, il va falloir décroître. Il va falloir faire le régime macroéconomique pour redescendre en dessous. Et si tu as une économie, comme beaucoup d'économies dans les pays pauvres aujourd'hui, qui n'a pas assez de ressources pour pouvoir satisfaire les besoins de sa population, là c'est le contraire. Il va falloir se rehausser au-dessus des minima sociaux. Donc là, ça nous donne un petit peu un compas pour organiser la transition écologique dans différentes situations. Ok, merci beaucoup. Passons du coup à une partie que tu aimes bien expliquer sur la croissance verte. Donc on vient de parler un moment de la nécessité de cette décroissance, mais il y a une question qui se pose beaucoup aujourd'hui et qui fait beaucoup de débat et qui est d'ailleurs la solution privilégiée par les politiques. D'aucuns disent qu'ils font l'autruche. Donc c'est la croissance verte, c'est le principe de pouvoir réussir à découpler nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact environnemental général de notre production. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu peux l'expliquer peut-être un peu plus clairement que moi je ne le fais et ton avis dessus? Alors historiquement, déjà, il faut replacer le concept de croissance verte dans son contexte. Imagine, au début des années 90, il y a plusieurs économistes qui étudient le lien entre PIB et différentes mesures de pression environnementale, la déforestation, l'émission de gaz à effet de serre, la pollution de l'eau. Et ils remarquent que au début, quand un pays va avoir une forte croissance, va commencer à se développer, on pourrait dire, les pressions environnementales, elles vont monter jusqu'à ce que ça atteigne un pic. Et au bout d'un moment, ce pays va investir dans des technologies plus propres, il va se déindustrialiser, et on va voir les pressions environnementales
se réduire. Donc ça fait une espèce de U inversé, une courbe en cloche, qui a été appelée la courbe environnementale de Kuznets, après l'économiste Simon Kuznets, qui avait découvert les mêmes courbes pour les inégalités. Et cette observation empirique, sur quelques articles dans les années 90, a donné lieu à ce concept de croissance verte, c'est-à-dire de dire, en fait, c'est bien, on peut continuer à croître parce qu'au bout d'un moment, on va découpler la croissance de ces pressions environnementales et on pourra continuer à créer de la valeur de manière complètement immatérielle, sans déroger la nature. Alors, ça, c'est une hypothèse. C'est une théorie. Il y a 10 ans, on savait pas trop. Il y avait des études à droite à gauche. Il y avait des gens qui pensaient qu'on avait atteint la croissance verte, d'autres qui disaient que c'était pas le cas, d'autres qui disaient que c'était possible, d'autres que c'était impossible. En 2019, basé sur une partie de ma thèse, avec quelques collègues, on a publié un rapport qui s'appelait Decoupling Debunked, le découplage démystifié, où on a passé en revue 200 ou 300 articles scientifiques pour montrer justement que cette croissance verte, ce découplage dont on parlait beaucoup dans des organisations internationales comme la Banque mondiale, comme les Nations Unies, mais aussi dans des gouvernements, ou à la Commission européenne ou dans le gouvernement français, en fait, on ne l'avait jamais vu dans l'histoire. Ce qu'on avait vu, c'est des petits découplages, souvent temporaires, la plupart du temps relatifs, qui concernaient quelques pressions environnementales, donc juste le carbone ou juste une forme de déchet. Mais ça, c'était plus l'exception que la règle. La règle, c'est quand une économie grossit en termes de PIB, ces pressions environnementales suivent. Donc ça, en 2019, l'été, on a publié l'étude. Il y avait encore pas mal de débats. Mais un an après, il y a eu la première revue de littérature systématique sur le découplage. Donc, c'est-à-dire que des gens ont passé en revue l'intégralité de tous les papiers jamais publiés sur le sujet en anglais. Ils sont partis de presque 12 000 papiers. Ils ont fini par identifier 835 contenant 1200 analyses de corrélation entre PIB et pression environnementale. Donc là, vraiment, ils ont soulevé tous les rochers pour aller chercher tous les chiffres qui existaient sur le sujet et ils ont fini avec la même conclusion que nous dans le découplage démystifié, c'est-à-dire que cette croissance verte dont tout le monde parle, nous ne l'avons jamais vue. Donc déjà, ça devrait être le point de départ aujourd'hui. La croissance verte, elle n'existe pas. On a verdi un tout petit peu la croissance, mais de la même manière que je pourrais pas dire que j'ai escaladé l'Everest juste parce que j'en ai gravi les 8 premiers mètres, on ne peut pas dire qu'on a verdi la croissance juste parce qu'on a réussi à réduire les émissions de quelques pourcents. Mais aujourd'hui, je pense pas que les gens disent on a réussi la croissance verte. Les gens se disent plutôt on a des chances d'y arriver si on investit massivement dans l'innovation et la technologie. Ah ben ça, déjà, il y a un shift. Parce qu'il y a 10 ans, les gens disant oui, la croissance verte, on y arrive, il n'y a pas de problème, il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, je pense que l'argument, là, maintenant, on sait qu'on l'a pas. Plutôt l'incertitude. On dit, on peut l'avoir dans le futur. Moi, dans le rapport, j'ai nommé plusieurs obstacles. Il y en a 5 principaux des obstacles à la croissance verte. Je sais pas si on aura l'occasion de tous les développer ici. Je vais en nommer un, le progrès technologique. Parce que ça, c'est quand même la carte joker de la croissance verte. Quoi que tu te dises, quand tu montres que on fait pas beaucoup de recyclage aujourd'hui, on n'a pas les technologies, on n'investit pas dans le recyclage, quand tu montres qu'il y a des effets rebonds, quand tu montres que c'est de plus en plus difficile d'extraire de l'énergie, toutes ces choses-là, quand tu montres que les services ont quand même une empreinte matérielle, les gens te disent oui, mais à travers la technologie, les avions à hydrogène, tout ça. Mais la façon dont j'ai eu de l'expliquer dans le rapport, c'est de dire que déjà, quand on pense technologie, il faut faire la différence entre les éco-innovations, c'est-à-dire le progrès technique qui nous permet d'être plus efficients, et les technologies qui nous permettent de créer des nouvelles pressions environnementales. Donc, par exemple, quand inventer la fracture hydraulique, ça a créé toute une nouvelle famille de problèmes. Pareil, quand tu développe la capacité, je sais pas, de faire de la surpêche avec des espèces de chalutiers de ouf qui viennent racler les fonds marins, ça n'existait pas avant. Et en termes de perte de biodiversité, ça va créer des nouveaux problèmes. Donc là, il faut se poser la question d'où vient la technologie, qu'est-ce qui motive l'innovation. C'est pas une question compliquée dans une économie capitaliste. L'innovation, c'est des entreprises qui essayent d'innover pour réduire leurs coûts de production et pour maximiser leurs bénéfices. Ce qui est cher aujourd'hui,
c'est pas les espèces au fond de la mer qui n'ont aucun prix. Ce qui est cher, c'est le travail et les machines. Donc les entreprises, elles innovent pour réduire ces coûts-là. Et elles innovent pour pouvoir grossir et avoir des économies d'échelle. Et ça sacrifie la nature. Ce serait quoi, du coup, la solution au niveau entreprise, du coup, ce serait quoi? Ce serait une sorte de contribution à la biodiversité pour toutes les entreprises qui s'ajouterait à un impôt sur les sociétés? Déjà, il faut rendre illégal un certain nombre de pratiques. C'est pour ça que j'avais parlé de faire des conventions citoyennes, des espèces d'audits technologiques où quand quelqu'un sort un brevet, dire on a trouvé une super façon de pêcher plus de poissons. Le seul problème, c'est qu'on capture l'intégralité de toutes les espèces et en fait, ça les bute. Donc on récupère juste les 3% de poissons qu'on veut et le reste, ils sont morts genre à jamais. Bon là, quand même, je pense qu'au moment où il fallait voter sur cette technologie, il y aurait dû quelqu'un qui lever la main et fait ouais, en fait, ça, on va pas le faire parce que le seul bénéfice, c'est que vous allez gagner de l'argent et l'approprier individuellement, ça va faire augmenter les inégalités et ça va défoncer les fonds marins. Donc, il doit y avoir des audits technologiques pour organiser un petit peu des choix, pour aiguiller et se dire aussi définir des urgences. De se dire l'urgence aujourd'hui c'est peut-être d'avoir plus de brevets sur les voitures électriques que sur les voitures fossiles. C'est pas le cas. Il y a beaucoup plus d'innovations qui se portent sur les voitures fossiles et par exemple le développement de nouvelles voitures plus lourdes type 4x4 qu'il y en a pour développer des petites voitures citadines électriques. Donc là encore, c'est un problème de priorité et il va falloir trouver des manières d'inciter les entreprises, pas seulement d'inciter les entreprises dans le sens où on va leur promettre de l'argent ou leur faire peur avec un bâton. C'est pour ça qu'il faut démocratiser les entreprises à leur cœur pour que quand on prend ces décisions de quoi produire, comment innover, vers quelle direction innover, on puisse prendre en compte des indicateurs de santé sociale et écologique, des intérêts divers et pas seulement ce qui rapporte le plus d'argent. D'accord. Bon, je suis désolé, je t'avais coupé au milieu de tes oppositions à la croissance verte. Ah mais t'as très bien fait, sinon on n'aurait jamais fini. Il aurait fallu organiser plusieurs entractes. Mais pour revenir un petit peu sur cette idée de croissance verte, les modèles qui étudient le potentiel de verdir la croissance sur les décennies à venir. Bon, déjà, il va falloir faire sur la décennie à venir. Pour ceux qui lisent un petit peu les rapports du GIEC, les rapports de la PBS sur la biodiversité, on voit vraiment qu'on a des deadlines qui se comptent en nombre d'années. Donc, à chaque fois que tu vois quelque chose, ah oui, l'avion à hydrogène, 2080, 2050, trop tard. Il va falloir faire quelque chose avant. Donc là, la croissance verte, en fait, ça va pas être assez rapide, ça va pas être assez efficace, et ça risque de ne pas marcher partout, et ça risque aussi d'être assez incertain. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de chances qu'en fait, ça marche moins bien qu'on le pensait, que ça déplace les problèmes. Par exemple, si aujourd'hui on se dit, on veut continuer à produire plus de voitures en France, mais on veut minimiser les émissions, donc on va produire que des voitures électriques, ok? Là, tu te rends compte que pour produire une voiture électrique, ça demande beaucoup plus de métaux qu'une voiture thermique. Donc, en fait, tu vas découpler peut-être la production de voitures et l'émission de gaz à effet de serre, mais d'un autre côté, tu vas recoupler la production de voitures et l'extraction des métaux. Donc, en fait, tu as juste déplacé le problème. Donc, l'approche décroissance, là, ça serait de se dire, écoute, on va essayer de réduire la production de voitures en commençant par les voitures les plus intenses écologiquement. Donc, par exemple, interdire les 4x4 en ville ou limiter le poids maximum des voitures. On va organiser des protocoles sociaux de partage. On va investir dans les infrastructures de mobilité active, de transport public pour faire en sorte que les gens aient le choix de ne pas utiliser de voiture. Et on va faire ça en parallèle d'investir dans des moteurs plus efficients, des voitures électriques, des choses comme ça. Donc là, on voit bien qu'il y a les doubles stratégies de la suffisance et de l'efficience. Mais il faut que la suffisance vienne d'abord. Parce que si on peut minimiser à travers une réorganisation socio-économique notre usage de la voiture, si on peut couper le nombre de voitures par 2, ensuite, ça sera vachement plus facile de verdir la production de cette quantité de voitures plus petites. Alors que si chaque année, on continue de produire de plus en plus de voitures, on risque de pas arriver, on va avoir ce qu'on appelle des effets rebonds. C'est-à-dire que même si chaque année, tes voitures, elles sont un petit peu plus efficientes, c'est le cas depuis les années 90, en fait, les émissions automobiles continuent d'augmenter parce qu'en fait, on en produit tellement plus que ça ne fait plus que compenser. Ok, je voudrais revenir sur la partie où tu disais actualité, ou pour ceux qui lisent le GIEC, on a d'autres actualités aussi en ce moment, c'est la COP26.
Est-ce que la décroissance fait partie des sujets qui sont évoqués, qui sont débattus? Est-ce qu'il y a des pays qui sont en avance et qui arrivent à le défendre, ou est-ce que tout le monde est un peu dans ce même flou d'opposition et d'innovation et fonçons à la croissance verte et fermons les yeux? Alors déjà, des pays qui sont vraiment critiques de la croissance et donc critiques du capitalisme, hein, les deux vont ensemble, on pourra y revenir. Alors, même le Bhoutan, qui, comme on peut l'imaginer, n'est pas une puissance mondiale de fou, hein, ils sont pas devant dans les conférences des Nations Unies. Donc, moi, pour l'instant, qui suis ces conférences avec beaucoup d'attention, j'ai pas vu de grosses percées où on critique la croissance. On reste quand même dans la mouvance du développement durable, où on pense toujours avoir le win-win-win. On va conserver le modèle qu'on a, on conserve la croissance, on continue de s'enrichir, on conserve un petit peu la hiérarchie entre pays riches et pays pauvres, mais on arrive quand même à réduire les pressions environnementales et faire de la croissance verte. Alors ça, maintenant, la science nous dit que c'est pas possible. La science empirique, la science théorique, vraiment, ça, donc là, il y a une grosse illusion politique qui se crée dans ces débats. Après, il y a des percées parce qu'il n'y a pas que des États dans ces conférences à la COP. Hein, il y a énormément de lobbying et d'actions citoyennes qui se passent sur les côtés. Et là, on voit au niveau des actions citoyennes, hein, comme celle portée avec le mouvement Fridays for Futures, hein, autour de la figure de Greta Thunberg, tous ces mouvements maintenant, ça se porte, même si j'appelle pas ça de la décroissance, sur des logiques de sobriété, sur des logiques de suffisance, sur un réalisme socio-économique de dire, voilà, on ne peut pas faire croître une économie dans un monde fini. Et même si on pouvait, il n'aurait aucun sens de le faire, vu que le PIB mesure tout et n'importe quoi et est découplé du bien-être dans les pays riches. Donc ça, ces idées, je pense, elles se sont beaucoup démocratisées dans les mouvements écologiques et sociaux qui sont liés à ces questions. Maintenant, il faut juste que les gouvernements écoutent et adaptent leur stratégie. Et l'acte symbolique, c'est d'abandonner la poursuite à tout prix d'une croissance économique fast and furious qui ne respecte plus l'environnement. La plus grosse difficulté, c'est quand même d'être le premier. Je vois des puissances économiques comme la France n'auront jamais envie de faire le premier pas par peur de se retrouver derrière. Qui doit engager ce premier pas? Comment faire pour que l'Europe, qui a du mal à s'unifier, fasse le pas commun tous ensemble? Comment est-ce qu'on arrive à ne pas être le laissé pour compte et en fait, il y a cette FOMO, la fear of missing out, et tous les pays l'ont aujourd'hui, d'être ceux qui ont fait le mauvais choix en laissant tomber la croissance, quoi. Ah, bon, déjà, je commence par dire que c'est encore une question de science politique qui me dépasse très largement. Mais justement, si on arrivait à renverser un petit peu le FOMO, imagine que tu as un pays qui se dit, bon, bah voilà, le PIB, c'est un peu de la dope quand même comme indicateur. On change. Et là, ils se rendent compte que ça leur permet vraiment de mieux organiser leur économie. Ça leur permet de maximiser le bien-être tout en minimisant les ressources environnementales, leur dépendance sur les importations d'énergie et de matériaux et donc des instabilités potentielles géopolitiques. Ça leur permet aussi de minimiser les mouvements sociaux, d'avoir un bonheur au travail. Donc, ça va leur permettre aussi d'avoir plus d'innovation, une innovation qui sera concentrée sur les choses qui permettent de réduire les pressions environnementales et améliorer le bien-être. Donc, ça va créer des cercles vertueux de bien-être. Là, je pense que c'est des autres économies, au bout d'un moment, qui continueront d'appuyer un petit peu comme des malades sur leur bouton PIB, en se rendant compte que ça réduit pas le chômage, en se rendant compte que ça crée pas les entreprises qu'on veut, en se rendant compte que ça crée plein d'emplois qui sont précaires et que les gens font sans aucun plaisir. Et bah, au bout d'un moment, les gens vont se dire, bon, bah, on va arrêter d'appuyer sur le bouton PIB. Donc, là, aujourd'hui, il faut construire cette alternative. Et je pense que les premiers pays qui vont s'y lancer ont plus à gagner qu'ils ont à perdre. Super, merci. Est-ce qu'on a tout dit, Timothée? Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ouais, wow. J'avais prévu ces questions-là. Est-ce qu'il y a un mot de la fin ou un conseil, ou est-ce que tu as quelque chose à rajouter que j'avais pas prévu? Alors, un mot de la fin, mais il y avait une question d'habitude qu'on aborde souvent, c'est l'histoire du mot décroissance. Et là, je vais pas me lancer là-dedans, mais je vous invite peut-être à lire un livre à ceux qui nous écoutent, La décroissance, une idée pour demain,
qui a été écrit par un historien qui s'appelle Timothée Duverger en 2011, qui retrace un petit peu l'idée. Pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans les années 70, pas seulement le rapport Meadows dont on parle souvent, qui va bientôt fêter ses 50 ans, mais des travaux de penseurs de l'écologie politique comme André Gortz, Ivan Illich, Cornelius Castoriadis, Bernard Charbonneau, Françoise Daubonne. Bon, d'ailleurs, je vous invite aussi à regarder la collection Les précurseurs de la décroissance, publiée chez Le Passager clandestin, qui a un petit livre pour chacun de ces penseurs, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on aurait pu prendre des décisions dans les années 70 qu'on n'a pas prises. Et ça contextualise, parce qu'aujourd'hui, à chaque COP, on retombe exactement dans les mêmes discussions. Oui, mais est-ce que ça va être la dictature écologique ? Mais t'imagines, la dictature écologique, c'était l'une des premières critiques du développement durable quand le concept a émergé à la fin des années 80. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé, enfin même pas du tout. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé du rapport Meadows, qui est un peu alors qui parle pas lui de décroissance, mais qui parle des limites de la croissance, mais qui est là depuis 50 ans. On a fêté ses 50 ans cette année. Ouais. C'est ça. Enfin, si on avait vraiment pris les résultats au sérieux du rapport Meadows dans les années 70, enfin moi, c'est des exercices qui sont intéressants et surtout pour essayer d'apprendre des erreurs qu'on a fait. Enfin, on a plus émis de gaz à effet de serre depuis les années 90 que depuis dans l'histoire de la modernité. Donc ça quand même, c'est vertigineux. Et il faut se dire que chaque année où les pressions environnementales augmentent, ça devient de plus en plus difficile, non seulement de verdir la croissance, mais tout simplement, de vivre en harmonie avec des écosystèmes qui s'effondrent les uns les autres et qui créent des phénomènes parfois catastrophiques, comme l'émergence de la pandémie de Covid-19, qui est liée, bien sûr, qui vient. C'est une crise à la base écologique, et c'est une crise écologique qui n'est pas arrivée toute seule. C'est une crise écologique aux origines économiques, parce qu'on a des économies qui viennent pousser sur les frontières de l'environnement jusqu'à ce que ça craque. Donc, en prenant un petit peu de recul, on se rend compte que chaque année, dès qu'il y a un nouveau concept, éco-développement, développement durable, éco-socialisme, décroissance, post-croissance, économie du bien-être, économie stationnaire, vraiment, on peut les compter. Moi, j'ai des listes, ça fait des pages. On a l'impression qu'on prend un nouveau départ. En fait, il faut se dire que toutes les choses qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché. Ça, c'est difficile de l'admettre. Et si ça n'a pas marché, il nous faut un plan B, un plan C, un plan D. Moi, j'ai étudié le plan B de la décroissance et je suis content qu'il y en ait d'autres qui étudient d'autres plans B, comme des gens qui travaillent sur l'économie circulaire ou l'économie permacirculaire plutôt, des gens qui travaillent sur l'économie du bien commun, des gens qui travaillent sur l'économie sociale et solidaire, parce qu'aujourd'hui, on a besoin d'alternatives. On sait une chose, c'est que le modèle qu'on a aujourd'hui d'un capitalisme assoiffé de croissance ne fonctionne plus. Merci beaucoup Timothée Paric, c'était très instructif, super intéressant. J'espère que les auditeurs vont apprécier et puis on ira lire ton livre s'il est un peu plus digeste que les 900 pages de ta thèse début 2022. Merci beaucoup, salut. Et avec grand plaisir. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.